bonjour à tous. On va démarrer cette présentation. Ça fera venir les quelques retardataires, je l'espère. Je voulais vous souhaiter, au nom de Perial et de ses équipes, bienvenue à la Factory, qui est notre siège social pour ceux qui ne le connaissent pas et qui est une vitrine de ce que nous savons faire en immobilier, à la fois en immobilier durable, puisque nous avons à la fois les engagements environnementaux qui nous sont chers, bien évidemment, et puis également les engagements sociétaux pour améliorer le confort de ceux qui travaillent ici. On va donc vous présenter Perial Eurocarbone, qui est notre SCI bas carbone. Je pense que Carbone 4 nous expliquera après ça comment on va arriver de bas carbone à zéro carbone. Donc c'est déjà une démarche, mais vous dire que c'est une démarche qui est assez ancienne chez Perial, puisque nous avions lancé en 2009 PFO2, qui est la première SCPI environnementale, qui était dédiée, comme les SCPI, surtout à une clientèle d'épargnants, et que donc nous avons voulu réitérer cette opération, cette fois-ci à destiner une clientèle d'assureurs et d'investisseurs institutionnels, avec donc Perial Eurocarbone, et en allant un peu plus loin, puisque PFO2 était surtout des SCPI environnementales, avec un objectif de réduction de 40% des consommations d'énergie jusqu'à d'ici 2030, donc on s'était un petit calé sur le Grenelle de l'environnement, et donc là nous allons aller un cran plus loin. Donc on va surtout vous présenter de la stratégie environnementale avec Anne-Claire et Madame de Carbone 4. Et puis bien évidemment, on vous rappellera, mais ça vous les connaissez déjà, les engagements financiers, les performances financières de cette SCI qui connaît un très fort développement, à l'instar de toutes les SCI du marché. On sent que c'est un produit qui relaie les SCPI et qui effectivement attire beaucoup d'investisseurs institutionnels. Voilà, écoutez, je vous remercie. Puis donc je passe donc la parole à Laurent Boissin également, et puis qui est le fund manager donc du groupe Perial, et puis donc à vous pour la présentation de Carbone 4. Merci. Merci. Je suis ravie d'être ici. Merci pour l'introduction. Donc effectivement, on va commencer la présentation. Je vais commencer la présentation sur une introduction aux enjeux énergie-climat. C'est peut-être un rappel pour certains d'entre vous ou une découverte pour d'autres. Donc je vais peut-être passer rapidement sur certains concepts, mais on aura l'occasion tout à l'heure de discuter et d'échanger si vous avez des questions. Et je vais faire attention au temps également. Donc peut-être je me présente rapidement. Gabrielle Guidetti, je suis consultante senior chez Carbone 4 dans le pôle bâtiment. Et Carbone 4, c'est un cabinet de conseil. On accompagne des entreprises dans des stratégies climat, des stratégies bas carbone ou des stratégies d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, on accompagne tout type d'entreprise dans tout type de secteur, que ce soit la finance, le bâtiment ou l'agroéconomie. Voilà, on suit tous les secteurs. Je pourrais aussi vous en parler plus si vous êtes intéressé tout à l'heure. Pour cette présentation, donc, elle aura lieu pour ma partie, en tout cas, en 2 temps. D'abord, un rappel des enjeux auxquels on fait face, les enjeux énergie-climat, le changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire, et surtout un zoom sur qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur du bâtiment et de la finance. Et dans un second temps, comment construire une stratégie climat. Quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce qu'on regarde et quelle est une bonne stratégie climat à adopter. Comment le faire plutôt, parce que toute stratégie climat est adaptée à l'entreprise ou au fonds dont on va parler. Donc, dans un premier temps, je voulais commencer par un rappel, donc peut-être, de l'augmentation de notre consommation énergétique. Ici, ce graphique qui est affiché, j'espère que vous le voyez, que je ne cache pas, ce serait un peu dommage. Il représente l'augmentation de notre consommation d'énergie primaire à l'échelle mondiale depuis 1850. Jusqu'à peu près nos jours. Donc les dernières données qu'on a ici, qui sont fiables, sont de 2019. Donc 1850, c'est l'année de départ classique qu'on utilise avant la révolution industrielle. Et ce qu'on peut voir, il y a plusieurs points clés à retenir et qui sont intéressants à noter sur ce graphique. C'est d'une part l'augmentation massive de notre consommation d'énergie. Donc on voit cette augmentation notamment à partir du milieu du siècle. Deuxièmement, la part
croissante des énergies fossiles dans cette consommation d'énergie primaire. Donc c'est ce qu'on voit apparaître ici en noir et en bleu, donc le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Donc on voit cette très grande croissance de cette part-là de la consommation d'énergie. Et notamment ce phénomène qui nous montre qu'il n'y a pas de substitution. Donc on peut voir que par exemple le charbon a été une source d'énergie primaire beaucoup plus ancienne que le pétrole. On a découvert le pétrole et ses apports énergétiques plus tard. Mais ce n'est pas parce qu'une fois qu'on a découvert le pétrole qu'on a arrêté à avoir recours au charbon. Au contraire, on a continué notre consommation de charbon, elle a continué à augmenter. Et c'est pareil pour le gaz naturel. Donc c'est pas à partir du moment où on découvre une nouvelle énergie qu'on va se délaisser de la précédente qu'on avait. Et donc ça, c'est important. Il n'y a pas eu de substitution. Et on voit la même chose pour les énergies renouvelables qui apparaissent tout en haut du tableau, enfin, tout en haut du graphique, qui aujourd'hui représentent une part très faible de notre consommation d'énergie. Et on a bon espoir que ça représente une part de plus en plus grande. Mais pour cela, il y a un certain nombre d'efforts à faire, évidemment. Et la dernière chose à noter sur ce graphique, c'est la corrélation entre donc, notre consommation d'énergie, cette augmentation de la consommation d'énergie, et les émissions de gaz à effet de serre qui sont représentées ici par la courbe noire. Et donc on voit une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre et qui est quasiment corrélée à l'augmentation de la consommation d'énergie primaire. Donc justement, pour pouvoir faire ce lien entre les émissions de gaz à effet de serre, notre consommation d'énergie primaire et le changement climatique, un petit rappel du phénomène d'effet de serre. Donc le phénomène d'effet de serre est un phénomène naturel qui nous permet de vivre sur la planète Terre telle qu'elle est aujourd'hui, qui permet de réchauffer la planète. Mais lorsqu'il y a un surplus de gaz à effet de serre, notamment de CO2 dans l'atmosphère, ça vient grossir cette couverture. Donc l'effet de serre permet une sorte de couverture autour de notre planète qui nous réchauffe, mais vient l'épaissir, et donc c'est cette accumulation de CO2 dans l'atmosphère ou le surplus d'émissions qu'on voit apparaître à droite du graphique qui vient accentuer le phénomène d'effet de serre, et on perd l'équilibre dans lequel on vivait avant, et donc la planète tend à se réchauffer. C'est pas seulement un phénomène de réchauffement, il y a beaucoup d'autres aléas climatiques, mais on va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Donc la planète qui se réchauffe, comme je le disais. Aujourd'hui, on connaît tous le climat de l'Europe continentale dans lequel on vit aujourd'hui. La France est un pays, par exemple, très agricole. C'est un pays où il fait bon vivre. On est globalement plutôt à l'aise, même si des sécheresses, des vagues de chaleur peuvent nous déranger l'été et peuvent avoir des impacts sur, par exemple, notre économie et notre alimentation. Aujourd'hui, globalement, on est dans un climat tempéré qui nous permet de vivre. Mais si on compare à il y a 20 000 ans, donc l'Europe était dans une ère glaciaire. Et l'ère glaciaire ici, elle est représentée sur la carte. On voit que, en fait, la plupart de la France avait un climat qui est équivalent au nord de la Sibérie aujourd'hui. C'est surtout une toundra, c'était pas du tout cultivable. Et notamment, on pouvait tout le nord de l'Europe était une énorme calotte glaciaire, et le niveau de l'océan, le niveau de la mer, en tout cas, il y a 20 000 ans, était 120 mètres inférieur. Donc on a 120 mètres de plus d'eau, qui fait qu'à l'époque, on pouvait tout simplement marcher. Il n'y avait pas de manche entre la France et l'Angleterre, on pouvait s'y rendre à pied. Donc c'est pour expliquer la différence de 5 degrés. Donc la différence entre cette ère glaciaire il y a 20 000 ans et aujourd'hui, c'est une différence de 5 degrés. Et aujourd'hui, on va le voir, les projections climatiques sur les 100 prochaines années pourraient nous amener à 5 degrés de plus. Et qu'est-ce que ça veut dire si on connaît ce que c'est 5 degrés de moins? Qu'est-ce qui pourrait être 5 degrés de plus pour l'Europe? Ça peut paraître un peu alarmiste comme ça. On n'est pas forcément voué à atteindre 5 degrés. On va tout faire pour ne pas y arriver. Mais c'est pour recontextualiser ce que ça veut dire. On parle souvent de 2 degrés, les accords de Paris. Mais qu'est-ce que concrètement ça peut vouloir dire pour l'Europe en tout cas? Donc justement, le GIEC, je pense que vous en avez tous entendu parler, les rapports du GIEC qui sortent régulièrement sont basés sur la science du climat, c'est une science vraiment très complexe et qui permet de modéliser
l'effet de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère sur les températures sur Terre, à la surface de la Terre, et sur tous les autres aléas climatiques et notre climat en général sur la planète. Et donc, c'est le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, proposent donc dans leurs études plusieurs scénarios de réchauffement climatique. Ces scénarios sont vraiment basés sur combien de CO2 on va continuer à émettre et cette notion de budget carbone, donc jusqu'à 2100, combien de CO2 supplémentaire va venir être stocké dans l'atmosphère et quelle va être la conséquence. Et donc on voit ici se profiler plusieurs scénarios, des scénarios plus graves qui montrent qu'on va continuer à émettre. Donc on voit ici les émissions de CO2 par rapport à la durée de temps. Donc plus on émet jusqu'à 2100, tous les scénarios sont aujourd'hui construits jusqu'à 2100. Donc on peut aller dans le cas le plus grave si on continue à émettre tel qu'on fait aujourd'hui sans du tout ralentir notre rythme d'émission carbone jusqu'à plus 4, 6 même degrés Celsius. Et avec différents scénarios qui nous permettent, si on fait énormément d'efforts et qu'on réduit massivement nos émissions, de rester en dessous des 2 degrés, des fameux 2 degrés, voire même plus 1,5, selon, donc, conformément aux accords de Paris. Aujourd'hui, le scénario business as usual nous amène vers le pire scénario ici. Peut-être pas tout à fait aussi pire, mais en tout cas, on est entre les 2 pires. Si rien n'est fait, on continue à émettre de manière tendancielle. On peut distinguer dans ces différents scénarios 2 typologies de risques. Donc les risques physiques, plus on émet, plus la planète va se réchauffer et aussi causer tous les autres effets du changement climatique. Et donc là, on va faire face à des risques physiques. On les connaît, on en a entendu parler, on en connaît déjà aujourd'hui, que ce soit la sécheresse, l'augmentation des vagues de chaleur, des inondations massives, des événements climatiques extrêmes plus fréquents, etc. Dans l'autre sens, si on fait énormément d'efforts pour réduire nos émissions, là, on va plus parler de risques de transition. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour transitionner vers cette économie bas carbone? C'est des risques plus de réglementaires, beaucoup de réglementations qui vont être mises en place pour nous permettre de réduire nos émissions. De consommation, peut-être que si les citoyens prennent des décisions et vont consommer différemment, ça peut être un risque pour certains types d'entreprises, etc. Les marchés, les politiques, etc. Donc, c'est 2 typologies de risques auxquels on peut faire face. Donc, face à ces constats, qu'est-ce qu'on fait ? L'Europe, par exemple, a développé une stratégie qui s'appelle Fit for 55, qui illustre donc cet objectif de réduire ses émissions à l'échelle de l'Union européenne de 55% en 2030. Donc en 2030, on a réussi à réduire de 55% les émissions par rapport aux émissions de 1990. Et donc ici, ce graphique illustre comment est-ce que ces réductions se joue secteur par secteur. Donc, il y a certains secteurs qui doivent réduire beaucoup plus que d'autres. Par exemple, tout le secteur agricole. Il y a des émissions incompressibles. Il y a des choses qu'on ne peut pas réduire plus. Par contre, on est obligé de continuer à se nourrir en Europe. Donc, par exemple, dans ces scénarios de réduction, le secteur agricole a un objectif peut-être un peu moins important que d'autres secteurs, notamment la mobilité et le bâtiment, où on a beaucoup de leviers qui existent déjà aujourd'hui pour décarboner ces secteurs de l'économie. Donc ici, on voit que l'Europe, en tout cas, s'est fixé cet objectif de moins 55% d'ici à 2030. Et on voit ici que, en tout cas pour l'Union européenne, l'objectif c'est que cette réduction des émissions soit entièrement décorrélée du PIB et puisse permettre de continuer à augmenter le PIB en Europe. C'est un tout autre débat, si c'est possible de décorréler le PIB des émissions, mais ici c'est le projet de l'Europe. Si on regarde le projet de la France, si on vient à une échelle plus bas, la France aussi s'est dotée de la stratégie nationale bas carbone, dont l'objectif est de diviser par 5 les émissions d'ici à 2050. Donc ici, on voit diviser par secteur de l'économie française les objectifs de réduction et
On voit aussi les objectifs d'augmentation des puits de carbone. Donc, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi dans le cycle du carbone des puits de carbone qu'on connaît, la forêt, l'océan par exemple, qui va venir absorber du CO2. Et l'objectif de la France, c'est d'être donc neutre en carbone en 2050, ce qui veut dire que la France émettra autant de CO2 qu'elle n'absorbera dans ses puits de carbone à l'échelle nationale, donc ses forêts. Les océans ne sont pas pris en compte parce que les océans sont partagés. On ne peut pas attribuer à la France l'absorption du CO2 dans les océans. Et on voit ici exactement la même chose que ce qu'on a vu pour l'Europe. Les objectifs ne sont pas les mêmes pour chacun des secteurs. Certains secteurs peuvent se décarboner plus. On voit ici en bas le transport qui apparaît en bleu marine, qui a disparu du graphe en 2050 parce qu'a priori, on estime que le transport peut être complètement décarboné en 2050 et le secteur du bâtiment également. Donc pour parler du secteur du bâtiment, un petit zoom, ici on est encore à l'échelle française, on restera à l'échelle française d'ailleurs, sur ce que représente le secteur du bâtiment dans notre consommation d'énergie en France, et c'est 44% de la consommation énergétique, c'est le secteur un des secteurs qui consomme le plus en France, et donc ça c'est pour à la fois le résidentiel et le tertiaire. Donc c'est toute l'énergie qui nous permet d'être ici aujourd'hui avec toute la lumière et pas encore le chauffage, j'ai l'impression qu'il fait déjà suffisamment chaud, mais globalement qui permet de chauffer tous les bâtiments dans lesquels on vit, on travaille, on fait nos courses et on va au cinéma par exemple. C'est une énorme partie de la consommation en gaz naturel, notamment pour le chauffage. C'est 60% de la demande en gaz naturel de la France et 70% de la demande en électricité. On voit les autres secteurs apparaître ici. Après le bâtiment, on a le transport avec 32%. Ici, on est plus sur le pétrole, et ce qui permet de faire bouger nos voitures. Par rapport à la consommation d'énergie, le secteur du bâtiment est un émetteur de gaz à effet de serre important en France, mais ce n'est pas le premier. Le secteur du bâtiment est responsable pour 25% des émissions de gaz à effet de serre, notamment parce qu'on consomme beaucoup d'électricité dans les bâtiments, et en France, notre électricité est globalement assez décarbonée. Mais ça reste un des secteurs qui a une responsabilité forte dans les émissions de gaz à effet de serre au niveau de la France. Et donc, ces émissions sont en partie dues au chauffage, à la consommation d'énergie dans les bâtiments, mais aussi à la construction. C'est une industrie importante pour la France, la construction de bâtiments neufs. Et donc, il y a un certain nombre de matériaux qui sont mis en œuvre et tous les chantiers. Donc, ça a un impact sur les émissions. Et aussi, on peut attribuer une partie, étant donné qu'on est très consommateur, le secteur du bâtiment, quand je dis on, très consommateur d'électricité. Cette électricité, elle a été produite, elle va émettre des gaz à effet de serre dans sa production. Peu par rapport à d'autres pays, mais quand même. Et donc, on peut attribuer au secteur du bâtiment une partie de ces émissions. Donc, pour un total d'à peu près 25%, un quart des émissions de la France. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec maintenant ces constats spécifiques au secteur du bâtiment? On a des objectifs, on les a vus au niveau de l'Europe, de réduire de 55% d'ici à 2030. Au niveau de la France, on doit réduire de 50%. La stratégie nationale bas carbone, la SNBC, va être revue, mais pour l'instant, ce qu'elle dit, c'est de réduire de 50% les émissions pour le secteur du bâtiment. Comment on y arrive? Et de quasiment complètement décarboner à 2050. Donc l'objectif, c'est qu'en 2050, c'est pas dans si longtemps, surtout quand on parle à l'échelle des bâtiments qui ont des durées de vie très longues. Comment on fait pour complètement décarboner ce secteur? Et donc, nous, on a fait l'exercice ici, c'est sur les bâtiments résidentiels en France qu'on a fait l'exercice, mais la logique et les apprentissages sont quasiment les mêmes pour le tertiaire. Mais je préfère quand même vous dire que ça a été fait sur les bâtiments résidentiels. Donc, si on veut atteindre cet objectif de la France d'atteindre la neutralité en 2050, ça implique que 100% des bâtiments en France, donc des bâtiments résidentiels en France, qui ont été construits avant l'année 2000, aient été entièrement rénovés. Donc, entièrement rénovés, toute l'isolation refaite, etc. Pour avoir un ordre de grandeur, d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais en France, ce qu'on projette, c'est qu'en 2050, 70% du parc de logements ait été construit avant 2012. On a pris 2012 ici parce que la réglementation thermique de 2012 qui encadre comment on construit des bâtiments neufs a eu un impact. Donc, sur la performance énergétique et carbone de ces bâtiments. Donc, en tout cas, 70% du parc a été construit avant 2012. 70% du parc qu'on projette en 2050
aura été construit avant 2012. Donc c'est vraiment la grande majorité du parc. D'où l'importance énorme de ce sujet de rénovation. Si on veut atteindre la neutralité carbone dans le cadre du secteur du bâtiment, c'est la rénovation vraiment la solution. Donc 100% des bâtiments qui ont été construits avant 2000. Et en parallèle, il faudra aussi transformer les énergies de chauffage pour 3/4 de ces bâtiments, 3/4 des logements. Donc décarboner les énergies de chauffage, c'est on a une chaudière gaz et la remplacer par une pompe à chaleur, par exemple, qui n'émet pas de gaz à effet de serre, ou en tout cas de manière marginale par rapport à la chaudière gaz. Donc il faut que 3/4 des logements aient pu décarboner leurs énergies de chauffage. Donc ça, c'est ce que peut faire le secteur du bâtiment. C'est ce que doit faire le secteur du bâtiment, c'est de se concentrer d'une part sur cette rénovation. Et quel est le rôle du secteur de la finance, donc le rôle principal, c'est le même rôle du secteur de la finance dans l'économie d'aujourd'hui, mais spécifique à financer une économie bas carbone et notamment permettre, grâce à cet investissement, de transformer des secteurs intensifs. Donc le lien avec le secteur du bâtiment, on a vu que c'était un secteur intensif, que ce soit en consommation énergétique ou en émissions. Et donc le secteur de la finance doit être là pour aider à transformer le bâtiment et donc aider à cette vague de rénovation qui est nécessaire. C'est le cas pour le secteur du bâtiment et tous les autres secteurs qui sont concernés par la transition bas carbone. Et aussi, c'est intrinsèque au métier de la finance, mais gérer tous les risques climatiques. Donc, même si on fait tout pour réduire nos émissions, on va faire face à plus de risques climatiques et donc il faut aussi prendre ça en compte. Donc voilà pour cette première partie. J'ai essayé de faire suffisamment rapidement, mais je pense être un petit peu trop longue. Donc je vais passer rapidement sur cette deuxième partie. Donc comment construire une stratégie bas carbone. Ici, on va vraiment plus rentrer dans mon métier de consultante. Donc une stratégie bas carbone, elle se fait en 4 étapes. Ça peut vous paraître assez classique, mais d'abord, il faut mesurer. Donc, il faut connaître son empreinte carbone en tant qu'entreprise ou en tant que fonds, par exemple. Quels sont les postes qui sont responsables des émissions? Dans mon activité, quelle partie de mon activité est responsable des émissions? Il faut faire un bilan carbone, faire une empreinte carbone pour vraiment comprendre. Ça, c'est la première étape, c'est de mesurer. Ensuite, il faut s'engager. Donc, il faut définir des objectifs de réduction qui sont compatibles avec les objectifs de la France, avec les objectifs de l'Europe ou qui sont compatibles avec la science du climat. Et donc, pour ça, il y a tout un travail qui est fait pour définir quel est l'objectif, le juste objectif pour contribuer, par exemple, à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et ensuite, une fois qu'on s'est engagé, c'est pas tout, il faut agir. Donc, comment on fait concrètement pour réduire ces émissions de manière à suivre l'objectif qu'on s'est fixé. Et dernièrement, reporter, donc annuellement, recalculer, remesurer son empreinte carbone et voir est-ce que les actions qu'on a mises en place nous permettent de réduire, tel qu'on l'a défini, nos émissions. Donc voilà les 4 étapes principales. On peut aussi voir 3 piliers d'une stratégie carbone. Donc on peut appliquer ces 4 étapes à chacun de ces piliers-là. Donc globalement, nous quand on accompagne des entreprises, on commence par le pilier A. C'est vraiment le pilier central, c'est les émissions induites. C'est tout ce dont je viens de parler, toutes les émissions induites par une activité. Donc on va d'abord mesurer ces émissions et définir une stratégie pour les réduire. Mais il y a d'autres manières d'agir aussi. Il y a ce qu'on appelle les émissions évitées. Donc là, c'est comment on peut aider les autres, dans ou en dehors de sa chaîne de valeur, à réduire leurs émissions. Notamment si on vend des vélos, si notre entreprise vend des vélos, et que les vélos, on va les vendre à des personnes qui vont renoncer à leur voiture et prendre le vélo à la place pour se déplacer. On a aidé cette personne-là à réduire ses émissions. Mais nous, en tant qu'entreprise qui vend des vélos, on peut continuer à vendre des vélos de manière exponentielle. On va augmenter nos propres émissions, mais aider les autres à éviter des émissions. Donc c'est une autre manière de voir une stratégie carbone. Et le dernier pilier, donc qui vient à la suite, si je les mets dans cet ordre-là, c'est que c'est aussi une ordre de priorité. C'est les émissions séquestrées. Donc, comment investir, par exemple, dans des puits de carbone, des projets de forestation, typiquement, pour augmenter les puits de carbone de la France. Ça fait partie de la stratégie française. Et donc, des entreprises peuvent avoir des stratégies pour développer et financer des puits de carbone. Sur comment on mesure.
Comment on mesure? D'abord, pourquoi on mesure? J'ai déjà dit plusieurs choses, mais juste pour remettre dans le contexte, c'est très important pour comprendre en tant qu'entreprise, en tant que fonds, quel est son impact sur le changement climatique d'une part, mais aussi ça permet, c'est vraiment un travail de sensibilisation. Une fois qu'on a compris ça, que ce soit en interne avec les équipes qui ont travaillé sur ce projet ou plus globalement avec l'entreprise ou avec les partenaires, ça permet vraiment un travail de sensibilisation et de mieux comprendre comment on peut agir, quel est notre impact. Ça peut aussi permettre de réduire ses coûts d'exploitation si on met en place des actions qui permettent, grâce à une mesure d'empreinte carbone qui permettent de réduire les émissions. Souvent, ça va réduire une partie des consommations énergétiques, par exemple, et donc on peut réduire ses coûts de cette manière-là. Ça peut nous permettre d'anticiper des nouvelles contraintes, de voir à quel point on est en risque par rapport à certaines réglementations qui pourraient évoluer. Et voilà, il y a énormément d'autres raisons, et la raison principale, c'est ça nous permet à terme d'agir pour la planète et pour le climat. Mais comment on fait donc pour mesurer une empreinte carbone? Globalement, c'est divisé en scopes. Donc ça, c'est la manière dont on conçoit l'empreinte carbone. Il y a les scopes 1, 2, c'est les émissions directes vraiment causées par l'entreprise ou le fonds ici. Donc là, on a l'exemple d'un fonds immobilier. Donc ça va être toute l'électricité qui va être consommée par les bâtiments, les actifs qui constituent ce fonds. S'il y a une chaudière au gaz, par exemple, donc toute cette consommation d'énergie qui permet de chauffer ces bâtiments. L'énergie aussi qui a été consommée dans des chantiers de rénovation. Et aussi les fluides frigorigènes. Donc évidemment, on chauffe, mais on refroidit aussi les bâtiments. Et ces fluides frigorigènes, ils ont un impact assez significatif sur le changement climatique. Mais après, on a aussi des émissions dites indirectes, ce qu'on appelle le scope 3, qu'on distingue entre le scope 3 amont et le scope 3 aval. Ici, dans le cadre d'un fonds immobilier, ça peut être, par exemple, tous les matériaux de construction qui ont été mis en œuvre dans ces différents chantiers. Ce n'est pas directement une émission qui est à la main des responsables du fonds immobilier, mais il faut le prendre en compte parce qu'on n'aurait pas pu faire ce chantier autrement et on est dépendant de ça. Et on a des choix, on a des leviers d'action là-dessus. On peut choisir des matériaux plus ou moins carbonés. Et de la même manière, la construction même du bâtiment, de l'actif qui fait partie du fonds, est à prendre en compte. Parce que choisir un bâtiment qui a été construit avec des méthodologies bas carbone, c'est un levier que peut avoir le fonds. Et en aval, donc là c'est plus, il faut concevoir l'utilisation du bâtiment. Il ne peut pas exister s'il n'y a pas de personnes qui s'y rendent. Donc un bureau par exemple, il n'a aucune valeur s'il n'est pas occupé et s'il n'y a pas tous les salariés ou les personnes qui travaillent dans ce bureau qui vont s'y rendre. Donc on prend aussi en compte cette dépendance. Là aussi, en fonction de où se situe le bureau, on peut avoir un certain levier. Un bureau ici à Paris, il y a moins de chances que les gens viennent en voiture que s'il était au milieu de nulle part, disons. Et aussi l'électricité consommée par les parties privatives dans le bureau. Et la dernière chose, et là vraiment je fais vite, donc une fois qu'on a mesuré, on doit s'engager. Comment est-ce qu'on définit une stratégie de réduction? Quel est le bon objectif à atteindre? Comment est-ce qu'on définit si un fonds ou un actif immobilier qui fait partie d'un fonds est aligné avec une stratégie bas carbone? Nous, ce qu'on fait, c'est de définir des trajectoires de réduction cibles. Et ces trajectoires de réduction cibles, elles sont basées sur les budgets carbone qui nous viennent de la source du climat. Donc on a des budgets carbone planétaires, mais on fait tout un travail qui permet de dire, OK, ça c'est le budget pour la planète, quel est le budget pour la France, quel est le budget pour le secteur du bâtiment, quel est le budget pour le secteur du bâtiment tertiaire. Et avec tout ce travail, on arrive à définir, pas nous, forcément chez Carbone 4, mais il y a beaucoup d'organismes qui travaillent à cette question, des trajectoires de réduction, qui nous permettent de dire, voilà, un bâtiment qui est aligné avec les accords de Paris doit avoir une performance carbone par mètre carré, par exemple, de temps, année après année, pour atteindre une neutralité en 2050, par exemple. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer cette courbe
Et on va comparer avec l'évolution, la trajectoire de l'actif en question qu'on analyse. Donc on a la courbe cible qui est représentée en bleu ici, celle qui est alignée avec la science du climat, qui est alignée avec les accords de Paris. On voit qu'on arrive à une performance carbone très bonne en 2050, mais on part de plus loin parce que c'est l'existant aujourd'hui. On mesure l'empreinte carbone de l'actif en question et on voit à quel point il est aligné ou non et qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc c'est la dernière partie, agir. Quelles sont les actions à mettre en place pour s'assurer qu'on reste aligné avec cet objectif. Donc voilà, désolée si c'était trop long, trop rapide, mais voilà pour cette première partie sur comment on s'engage. Merci beaucoup, Gabrielle. Alors, avant de rentrer dans le détail de Pearl Eurocarbone, on souhaitait repartager le fait que nous avons des convictions extrêmement fortes au sein de Pearl Asset Management, qui sont reflétées au sein de Pearl Eurocarbone, mais qui en fait sont cohérentes à l'échelle du groupe, à l'échelle de Pearl Asset Management. Nous avons défini l'année dernière notre raison d'être, être le moteur de la transformation vers l'épargne et l'immobilier responsable pour accompagner chacun de nos clients et construire tous ensemble un avenir durable. Concrètement, cette raison d'être, elle se traduit dans le plan stratégique du groupe et un certain nombre d'actions de transformation sont associées sur l'ensemble des directions pour, in fine, à moyen terme, permettre au groupe Perial de devenir entreprise à mission. Donc ça nécessite un certain nombre de réflexions et de transformations qui sont très enthousiasmantes et auxquelles contribuent l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices du groupe. Nous avons également défini notre stratégie RSE à l'échelle du groupe qui s'appelle Perial Positive 2030. La logique étant la suivante, nous sommes conscients qu'au travers de nos activités finance et immobilier, nous avons des impacts négatifs à la fois sur le climat, sur la communauté et sur le territoire, mais par l'existence même de notre activité, nous avons aussi le pouvoir de renverser cet équilibre pour créer des impacts positifs sur ces thématiques-là. Et c'est tout l'objet de notre stratégie RSE qui se décline donc sur ces 3 piliers-là et sur 12 thématiques, notamment l'énergie et le carbone, sur lesquels nous fixons des objectifs très précis sur nos activités d'ici 2030. Et puis, à l'échelle des fonds, maintenant, nous avons défini des stratégies ESG qui sont propres à chacun des fonds. Notamment, c'est le cas pour Pearl Eurocarbone, mais également pour tous les fonds de la gamme. L'objectif, encore une fois, étant de se définir des objectifs précis et de s'améliorer en continu sur les impacts des actifs immobiliers sur l'ensemble des thématiques environnementales, mais aussi sociales et territoriales. Alors concrètement, comment ça se passe cette stratégie ESG, elle est mise en place à l'échelle de chacun des actifs, de chacun des fonds et sur l'ensemble des phases du cycle de vie de l'actif au sein des fonds. Très concrètement, on a défini une méthodologie d'évaluation de la performance ESG qui se décline selon une notation Pearl ESG Score sur 100 qui est utilisée donc, dès la phase de due diligence d'acquisition. Et un score minimum est obligatoire qui est défini pour chacun des fonds pour valider l'acquisition de l'actif immobilier par le fonds. Sans l'atteinte de cette note-là, l'actif n'est pas validé au sein du fonds. Une fois que l'actif est acquis, nous mettons en place toute une stratégie de développement durable. Nous avons la chance d'avoir au sein des équipes Pearl Asset Management une équipe développement durable dédiée, qui est une sorte d'équipe d'asset management vert au sein des équipes, qui permet vraiment de définir des actions qui permettent de réduire les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'eau, l'amélioration sur la biodiversité notamment. Tout un tas de sujets qui sont travaillés main dans la main avec nos locataires et avec nos prestataires, notamment property managers ou prestataires de travaux. L'objectif étant évidemment de travailler sur des actions d'amélioration en termes de sensibilisation donc, d'usage en fait, des locataires, d'exploitation de maintenance et en dernier recours de travaux de rénovation. Toutes ces actions-là permettent de mettre à jour le score, Pearl ESG Score, qui valorise toutes ces actions. Et enfin, lors de l'arbitrage, certains actifs immobiliers
peuvent être arbitrés, donc sortis des fonds s'ils ne sont plus alignés avec les stratégies des fonds. Et dans ce cas-là, la note ESG, la performance ESG actuelle ou potentielle est évaluée également par les équipes. L'objectif étant aussi de travailler sur un exutoire, on va dire, ayant un impact positif sur l'environnement en fonction de la stratégie de l'acquéreur. Toute cette stratégie-là nécessite évidemment de maîtriser la donnée, alors pas uniquement la donnée énergie-climat, mais aussi toute la donnée ESG. C'est l'enjeu de tout le travail qu'on fait au sein de la direction pour collecter cette donnée-là, la valoriser, la comprendre et qu'elle soit vraiment le reflet de cette performance des actifs. Aujourd'hui, nous avons, pour vous donner également quelques autres repères, nous avons aujourd'hui 80% des encours gérés qui sont couverts par le label ISR. Nous avons l'objectif d'avoir 100% de la gamme labellisée ISR d'ici 2024. Aujourd'hui sont labellisés donc PRL Eurocarbone depuis 2020, PFO2, la SCPI PFO2 depuis 2020 également, et plus récemment PF Grand Paris, la SCPI PF Grand Paris, qui a été labellisée ISR en début de cette année. Je vais laisser maintenant Laurent présenter. Merci Anne-Claire. Voilà, donc on voyait les enjeux, des enjeux environnementaux, sociétaux. Et le choix qui a été fait par Perial pour adresser ces sujets en 2020, ça a été de lancer la SCI Perial Eurocarbone, donc un véhicule français, une société civile immobilière qui est destinée à la fois au marché de l'assurance et au marché des investisseurs qui peuvent investir en direct. Donc on a deux parts dans ce fonds, la part I et la part A, réservées pour d'un côté les investisseurs dits institutionnels et puis de l'autre côté les assureurs via les unités de compte. Alors c'est une SCI de capitalisation, donc on a vocation à investir dans de l'immobilier. Je crois que c'est important de dire que notre SCI investit directement dans l'immobilier, peut-être par comparaison à certains autres véhicules dans le marché aujourd'hui. Vous voyez sur la partie droite de l'écran, vous avez la répartition de notre stratégie en termes d'allocation des investissements. Donc 90% des investissements sont des investissements en immobilier direct. Et puis on a une poche de liquidité qui doit représenter 10% du patrimoine. Les enjeux, on le disait tout à l'heure, ce sont des enjeux français, mais ça dépasse assez largement les frontières de la France. Donc ce sont des enjeux européens, le carbone, la stratégie bas carbone. Donc on a fait le choix d'avoir une stratégie pan-européenne, une stratégie qui vise à investir sur tous les marchés européens. Alors quand je dis tous les marchés européens, naturellement, ce sont les marchés investissables. On a plutôt en tête l'Europe de l'Ouest pour les pays hors France. Et vous voyez à nouveau sur la partie droite de l'écran, la façon dont on voit le patrimoine du fonds. Une partie sur Paris-Île-de-France, une partie sur les régions, et puis une partie significative sur l'Europe, les capitales, les métropoles de la zone euro, sur le marché de bureaux, puisque la stratégie Perial Eurocarbone vise à investir sur le marché de bureaux, dans une stratégie qu'on pourrait classer dans la catégorie Core Plus. Donc on est dans cette stratégie où on est sur des investissements qui sont plutôt sécurisés et qui permettent aux investisseurs finaux d'avoir une bonne visibilité sur le profil de l'investissement qui est fait. Vous avez les caractéristiques ici. 2020 pour le lancement du fonds. Je reviens juste après sur les chiffres clés du fonds. C'est un fonds ouvert, c'est une SC avec un effet de levier qui est capé contractuellement à 40%, donc un effet de levier modéré pour ce fonds, avec une performance aussi qui est de l'ordre de 4%. Donc en performance annuelle, on vise pour ce fonds-là autour de 4%, ce qui se traduit à l'acquisition en général par des rendements initiaux qui sont entre 4 et 4,5% environ pour Perial Eurocarbone. On vous indique ici également quelques chiffres clés, nos chiffres à moyen terme, avec un fonds qui vise un portefeuille de 20 actifs, 950 millions d'euros. L'idée derrière, c'est bien sûr la diversification, diversification des investissements, de la géographie, des revenus, pour permettre justement d'avoir une bonne qualité de cash flow et des performances régulières. Alors si on fait un zoom sur ce qu'on a d'ores et déjà atteint pour cette SCI, lancée en 2020, donc on a à peu près 2 années d'investissement désormais. Aujourd'hui, donc vous voyez les pays qui sont en train de s'allumer progressivement sur nos stratégies. On a investi en France, on a investi en Espagne.
On a investi en Belgique également, progressivement, puisque à partir de 2021, on a commencé par un investissement en Belgique, puis à Nantes avec l'immeuble E-Link. Puis on a investi sur un immeuble à Arcueil, dans le sud de Paris. Cette année, en 2022, on a investi sur une quote-part d'un immeuble à Nanterre, l'immeuble West Park, qui a été co-investi par un autre véhicule de Perial, la SCPI PFGP. Et puis dernièrement, vous avez certainement vu que Perial Asset Management a investi au travers de ses fonds dans l'immeuble La Marseillaise, cet immeuble emblématique à Marseille, et Perial Eurocarbone a pris une part dans cet investissement également. Donc là, on est sur une allocation française et belge, et désormais, on va étendre nos investissements, puisque on a des actifs qui sont aujourd'hui soit sous exclusivité, soit signés, qui vont être réalisés très prochainement, avec d'une part un investissement à Madrid et d'autre part un investissement à Barcelone. Traduit en chiffres, vous voyez ce que ça donne, 181 millions d'euros d'actifs under management à date, 5 immeubles aujourd'hui. Compte tenu des investissements en cours en Espagne, ça représente un peu plus de 200 millions, 230 millions d'euros exactement, avec un rythme d'acquisition qui est régulier, qui va se poursuivre en 2022, puis 2023, naturellement supporté par la collecte, avec une collecte qui est montée en puissance, puisque cette année, vous voyez, on est sur un rythme de collecte qui est soutenu. On avait pour ambition de lever 120 millions d'euros sur l'année 2021, mais très probablement, on ira au-delà de cet objectif, puisqu'on est à date autour déjà des 100 millions. La communauté des investisseurs dans le portefeuille, donc on est aujourd'hui avec 18 investisseurs qui ont rejoint la SCI Perial Eurocarbone, donc on est déjà sur une communauté d'investisseurs qui est relativement large. Si on dit un mot sur la performance, je vous disais tout à l'heure qu'on vise 4% de performance pour notre véhicule. On est aujourd'hui avec un recul suffisant puisque depuis juillet 2021, donc on a les parts A qui ont été émises. Sur 12 mois, donc le fonds Perial Eurocarbone a atteint une performance de 5,47%. C'est une performance qui a été mesurée au 26 août, donc 26 août 2021, 26 août 2022, donc sur les 12 mois glissants, une performance qui est au-delà de l'objectif initial des 4%. Et la répartition des investisseurs, donc nos 18 investisseurs dont je vous parlais, vous voyez le split entre d'un côté des assureurs et de l'autre des investisseurs institutionnels qui ont investi en Paris directement. On est autour d'un équilibre 80-20 à ce stade. Aujourd'hui, pour les assureurs, on a un fonds qui est référencé chez 5 assureurs pour la distribution en UC. Vous le voyez à l'écran avec des assureurs comme Maïf, Spirica, Generali, Apicil ou Suravenir. Voilà pour les performances et je repasse la parole à Anne-Claire pour faire le bilan de la première année sur le bilan carbone de notre SCI. Merci Laurent. Alors effectivement, si on se plonge maintenant dans l'illustration bas carbone pour Perial Eurocarbone, comment on fonctionne. Donc on a eu la chance d'être accompagné dès le début par Carbone 4 sur justement comment créer un fonds qui soit aligné sur la trajectoire 2 degrés de l'accord de Paris. Donc en travaillant sur, une fois qu'on achète un actif, quels sont les leviers qu'on utilise pour vraiment atteindre cette trajectoire-là. Mais concrètement, on développe une stratégie éviter, réduire, puis compenser. Je vais vous expliquer dans le détail les différentes étapes. Très concrètement, au-delà du seul aspect carbone, je vous l'ai dit, on évalue la performance ESG d'un actif pour Perial Eurocarbone selon notre grille ESG, donc d'une soixantaine de critères qui sont analysés. Chaque actif destiné à Perial Eurocarbone doit atteindre une note ESG qui est à minima égale à 45 sur 100. Donc pas uniquement sur la performance énergétique au carbone, mais bien sur l'ensemble des critères ESG. Nous faisons réaliser un certain nombre d'audits et d'audits techniques carbone ESG pour vérifier la performance ESG carbone à date et projetée de l'actif, pour nous assurer qu'on est bien en capacité de piloter cet actif-là. Donc une fois que tout ça est bien validé, l'actif rentre dans le portefeuille et puis donc là on met en place tout un tas d'actions pour effectivement réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées,
notamment donc, en sensibilisant nos locataires, qui sont vraiment une partie prenante clé de la réussite de ce plan d'action-là, et en travaillant aussi sur le volet maintenance et exploitation avec nos property managers. Nous avons d'ailleurs transformé les contrats de nos property management pour intégrer des objectifs en matière de réduction des consommations d'énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc les property managers ont l'obligation de respecter cette trajectoire de réduction. Et c'est vraiment inscrit dans leur contrat. Donc ça, c'est vraiment un point important qui nous permet vraiment, à la fois en France et en Europe, d'avoir les property managers comme partie prenante intégrée à ce plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, au-delà du pilotage et de la maintenance classique, il est nécessaire de réaliser un certain nombre d'actions de travaux. Donc ça peut être le cas sur des actifs plus anciens qui nous permettent effectivement d'atteindre cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Une fois qu'on a pu réduire ces émissions-là, nous avons souhaité aller plus loin sur PRL en travaillant sur une logique de contribution à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur un périmètre qui va au-delà de notre simple périmètre. C'est le pilier de compensation. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure. Gabriel le disait, il faut d'abord mesurer son empreinte carbone. C'est ce qu'on a fait pour cette première année pour PRL On en déduit des tonnes CO2 équivalents et c'est en prenant finalement ces tonnes-là qu'on va réussir ensuite à sélectionner des projets de compensation et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. On a parlé également des scopes, Gabriel en a parlé tout à l'heure. Donc on a réalisé ce bilan carbone sur l'ensemble des scopes 1, 2, 3, amont et aval. Et nous avons ensuite choisi des projets dits de compensation qui sont financés à hauteur des tonnes équivalent CO2 qui sont constatées sur les scopes 1, 2 et 3 aval sur lesquels nous avons la main directement. Vous voyez dans le détail ce qu'a donné ce bilan carbone pour les 3 actifs qui constituaient le fonds à fin décembre 2021. Donc l'actif 3M à Bruxelles, les portes d'Arcueil et l'actif iLink à Nantes. Tout cela a été décomposé selon les scopes 1, 2 et 3 aval pour en déduire le montant qui était à financer dans les projets de compensation. Donc c'est cette logique-là qui nous a permis ensuite donc, de travailler sur les projets de compensation que je vais vous présenter juste après. Mais avant d'aller dans le détail du bilan carbone, c'est vrai que c'est des unités qui ne sont pas toujours très simples à comprendre, tonnes CO2 équivalent. Au-delà de cette mesure-là, on a aussi, et c'est ce que montrait tout à l'heure Gabriel, voulu voir comment les actifs se situaient par rapport à la trajectoire 2 degrés de l'accord de Paris, puisque c'était un des objectifs initiaux qu'on avait fixé pour PRL Eurocarbone. Ce qu'on voit, c'est que pour les actifs les plus récents, donc 3M à Bruxelles et iLink à Nantes, les actifs sont déjà à date meilleurs que la trajectoire 2 degrés de l'accord de Paris. À date, l'actif d'Arcueil, qui est un petit peu plus ancien et qui héberge des activités aussi assez intensives, puisque accueille les équipes Orange France, notamment avec des infrastructures type data center, donc qui sont extrêmement consommatrices. Aujourd'hui, l'actif n'est pas aligné sur cette trajectoire-là, mais comme je vous le disais, il y a un certain nombre d'actions d'amélioration qui vont venir le rapprocher de cette trajectoire-là, des plans d'action qui sont déjà budgétés et qui vont permettre de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est vraiment l'objet du travail au quotidien des équipes d'asset management, des équipes développement durable, pour piloter ces actifs-là en lien avec les objectifs de l'accord de Paris. Alors, la compensation carbone volontaire, c'est ce que j'expliquais un petit peu précédemment, c'est comment je participe à éviter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur un périmètre qui va au-delà de mon périmètre d'action immédiate. Donc c'est une sorte de logique de solidarité. Et c'est toute cette logique-là qu'on a voulu développer avec notre partenaire EcoAct qui nous a accompagnés pour le choix des projets de compensation. Ces projets de compensation donc, ont été proposés lors de l'Assemblée générale et donc les investisseurs ont pu choisir les projets de compensation sur lesquels ils souhaitaient agir.
Concrètement, aujourd'hui, nous en avons choisi 2. Le premier est un projet qui est situé en Roumanie et qui est un projet qui vise à financer une infrastructure de recyclage des emballages plastiques pour fabriquer de nouveaux produits en plastique recyclé. Donc, l'idée étant de dire que grâce à ce projet-là, nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un autre type d'infrastructure. Donc ça permet vraiment d'agir localement sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur ce périmètre-là. Et ce qu'on a l'habitude aussi de dire, c'est l'ensemble d'un certain nombre de co-bénéfices qui sont associés pas uniquement donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais finalement à des co-bénéfices qui sont liés aux objectifs de développement durable, notamment au sujet de performance énergétique, de société plus juste. Donc c'est à chaque fois des projets qui sont certifiés. On avait un cahier des charges assez précis qu'on a transmis à EcoAct. On souhaitait des projets qui soient qui permettent d'avoir aussi un ancrage européen, qui soient certifiés. Donc ce projet est certifié Gold Standard. C'est une certification internationale qui est basée aussi sur les objectifs de développement durable de l'ONU, qui permet d'avoir aussi une robustesse de l'évaluation des tonnes CO2 équivalents que l'on peut financer. Donc ça faisait partie des critères qu'on a souhaité identifier. Et le deuxième projet de compensation que l'on a soutenu et que l'on finance, c'est un projet qui est basé en France, qui vise à reboiser une parcelle de pin suite aux dernières sécheresses. Donc c'est un projet qui est français, qui est labellisé bas carbone, et donc qui a pas mal également de co-bénéfices sur évidemment la biodiversité, sur la qualité de l'air, sur la qualité, éviter un certain nombre de pollutions des sols et la création d'emplois. Donc on voit que finalement, en ayant une logique carbone, on peut aussi avoir un impact local sur un certain nombre d'autres thématiques. Et ça nous a aussi beaucoup plu, le fait d'avoir des co-bénéfices, en plus d'avoir cette logique de localisation en France et de label bas carbone. Voilà, peut-être un mot de conclusion pour revenir sur ce qui a été dit ce soir. Donc, des enjeux qui sont des enjeux sociétaux pour les problématiques carbone. Donc, un engagement de la société, de toutes les parties prenantes de la société vers une société qui va être plus bas carbone. On le voit, les enjeux sur l'immobilier sont importants. On a vu des exemples français. Je crois que si on prenait des exemples en Europe, la situation serait peut-être pire, du fait des mix énergétiques dans nos pays voisins. Donc on a tous une responsabilité sur ces sujets-là. Et c'est la façon, en tout cas, c'est la façon dont Perial souhaite adresser aujourd'hui le sujet en proposant ce véhicule Perial Eurocarbone. Donc il y aura une vocation à travailler sur ces enjeux de low carb, bas carbone. Et de façon générale, cette stratégie Perial va s'intégrer dans la stratégie 2030 dont vous parlez, Anne-Claire, auparavant, donc notre stratégie positive 2030 de Perial, donc notre stratégie corporate, qui va travailler sur ces enjeux. L'enjeu carbone, c'est un des piliers de cette stratégie. On le voit sur l'écran après, avec nos 3 piliers, le climat et naturellement Perial Eurocarbone travaille sur ces aspects-là. C'est vrai de Perial Eurocarbone, mais c'est vrai aussi d'autres fonds de notre gamme de produits. On va travailler sur ces aspects de réduction de la consommation d'énergie. Je crois qu'on en a beaucoup parlé ce soir. Réduction de la consommation d'eau, réduction des consommations en général. C'est le premier pilier de notre stratégie Perial 2030. L'aspect communauté, donc c'est travailler sur ces aspects qui sont plus sociétaux, où là, on va essayer de travailler sur l'immobilier et peut-être plus sur la dimension servicielle de l'immobilier. Et puis, le dernier aspect de cette stratégie, c'est être un acteur du territoire, donc travailler sur ces enjeux territoriaux, sur l'inclusivité, sur les problématiques de biodiversité ou d'espace. Et à ce titre-là, on a d'autres véhicules qui vont adresser ces sujets-là. Merci à tous pour cette présentation ce soir, pour votre participation. Merci à Carbone 4 d'avoir participé avec nous à cette soirée événement. Merci beaucoup.